Ça sert à quoi les océans? Et les fourmis? Et les baleines? Pourquoi les girafes elles sont en danger? Pourquoi y a pas de melon en hiver? Et puis, comment on peut protéger la nature? Vos enfants vous posent plein de questions sur l'écologie? Rejoignez Planète Greenpeace et recevez chaque trimestre dans votre boîte aux lettres le premier magazine sur l'écologie conçu pour les 6-9 ans. Vous souhaitez en savoir plus? Cherchez Planète Greenpeace sur Internet. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Lo From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Mais quel boost de vous retrouver une nouvelle fois en live chez Maison Ovatée avec mes audacieuses pour donner la parole à Pauline, fondatrice de la marque Loire Paris. Quel boost de vous régaler grâce à nos sublimes partenaires Néo Gourmet, artisan chocolatier, et Marlette, préparation bio pour gâteaux. Quel boost d'unir nos voix avec Swazig du podcast Au cœur du couple et Céline du podcast 1, 2, 3 pépites pour proclamer, défendre, propager l'audace qui guide nos vies depuis presque toujours. Et quel boost de vous donner la niaque d'avancer, de vous réaliser, de vous inspirer en propageant des messages qui ont du sens. Dans ce nouvel épisode, enregistré en live le 12 janvier 2024, vous découvrirez les coulisses de la construction de la très belle marque enfantine parisienne, Loire Paris, sous les angles du business, du couple et de la famille. D'ailleurs, petite surprise, avec le code AUDACIEUSE, au pluriel, vous avez moins 20% sur l'intégralité du site Loire Paris. Merci Balzac Paris de nous avoir habillés pour cet événement et merci mon mari Arthur pour les photos. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, merci beaucoup d'être ici pour cet événement Les Audacieuses. Je suis accompagnée de Laura Swazig, je suis moi-même Céline et surtout Pauline, notre invitée du jour de la marque Loire. Vous êtes là face à nous, une trentaine de femmes. On est hyper contente de vous avoir et d'imaginer un concept et ensuite de le voir en vrai. Là, ça fait toujours son petit effet. Donc merci beaucoup. Un petit mot sur Les Audacieuses. Ce concept qu'on a imaginé toutes les trois, on a décidé d'allier nos forces. On a chacune notre thème de prédilection. Moi, la famille, Laura, le bien-être et le business, Swazig, le couple. Et on s'est dit que c'était bien logique de se faire ce trio pour allier nos forces. Et puis, en fil rouge, de parler de l'audace, un thème qui nous est très cher. On a fait une première édition en fin d'année chez Balzac Paris. Et là, on arrive avec une deuxième édition. On est hyper contente de poursuivre ce rendez-vous avec une invitée de choix, de cœur, Pauline Lourmière, la fondatrice de Loire, vestiaire pour enfants et bébés, intemporel, magnifique. Si vous ne connaissez pas, il faut foncer regarder le e-shop. Et on va te poser tout un tas de questions sur nos thèmes et nos sujets de prédilection. Un petit mot aussi avant de démarrer pour remercier nos partenaires. On est ici chez Maison Ovatée, un lieu absolument sublime. Celles qui sont là peuvent en attester. Les autres, vous pouvez imaginer, grand appartement parisien, des moulures, tout beau, déco incroyable. C'est un lieu qui accueille des shootings, des vidéos, des podcasts. Donc, chopez l'info sur Insta. En tout cas, merci de ton accueil, Margot, chez Maison Ovatée.
qui a fait Marlette, avec Scarlett qui est là parmi nos invités et qui accompagne notamment mon podcast depuis ses tout débuts avec ses madeleines et ses cookies ce matin qui nous régalent. Merci de ta confiance. Et Néo Gourmet aussi, artisan chocolatier, proposé par Laura aujourd'hui, qui régale nos papilles, co-conçu avec Thierry Marx. Et donc, bien sûr, un grand merci à Balzac qui nous fait confiance depuis le début pour les audacieuses. Je pense que j'ai fait le tour, juste pour vous rendre compte un peu du programme et du timing. Là, on a décidé de se faire une petite présentation individuelle pour que chacune nous connaisse, parce que c'est pas forcément le cas. Bien sûr, Pauline sera interviewée, questionnée dans tous les sens. Et puis, il y aura un petit échange de questions-réponses si vous avez, évidemment. Et ensuite, on peut bien sûr encore prendre un petit verre et des gourmandises. L'idée, c'est que vous échangiez entre vous et que vous vous rencontriez aussi. C'est parti pour les présentations individuelles. Laura, je te laisse te présenter. Déjà, merci beaucoup d'être toute là devant nous. Comme dit Céline, on est toujours hyper heureuse et hyper honorée d'avoir créé ce concept et d'échanger avec vous. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Laura, j'ai 35 ans, je suis mariée à Arthur et j'ai 2 enfants, Victoire, 4 ans et demi, Gaspard, 20 mois. Dans la vie, je suis productrice de contenu écrit et audio. J'accompagne les marques, les médias et les entrepreneurs qui me font confiance à imaginer du contenu unique sur leur plateforme. Je suis spécialisée pour le moment sur LinkedIn et j'ai créé ce podcast L'Aléa il y a 3 ans et demi. Alors que je m'expatriais à Dubaï, alors que je devenais maman, j'étais en pleine recherche de sens, d'alignement, de succès. Je me posais beaucoup de questions. Et donc, j'ai créé ce podcast que je voulais trouver, qui est un podcast business et développement personnel, avec 2 types d'épisodes. Des personnalités, donc des entrepreneurs, des sportifs, des artistes qui viennent me raconter leur parcours et comment ils ont réalisé leurs rêves, comment ils se sont alignés. Et des épisodes plus thématiques avec des experts sur des sujets précis. Les derniers en date, c'était comment gérer son stress, comment être plus positif. Et il y a un épisode en général toutes les semaines sur les plateformes d'écoute. Merci Laura, c'était efficace. Là, j'ai la pression. Donc bonjour à toutes, ravie de vous re-rencontrer pour certaines et de vous rencontrer pour la première fois pour d'autres. Donc moi, je suis Swazik Castelnerac, je suis la créatrice de Save Your Love Date, des outils de communication pour les couples. J'ai 45 ans, je suis mariée avec Arnaud depuis 18 ans et ensemble on a 4 enfants et je viens de Toulon. J'ai créé Save Your Love Date il y a un peu plus de 5 ans maintenant dans l'idée de remettre le couple en valeur dans la société, de lui redonner une vraie place. Enfin, je trouvais vraiment qu'il avait perdu. Donc moi, je suis pas dans la thérapie. Je suis vraiment dans l'idée du bien-être amoureux. Vous êtes un couple qui va bien. Faites tout pour que ça continue. Mon credo, c'est vraiment l'amour durable. C'est ce que je prône en disant que ça peut être possible de rester en couple toute une vie et sans souffrir. En disant que ça peut rester hyper sexy, hyper cool, hyper protecteur aussi. Donc voilà, moi c'est vraiment le message que j'ai à cœur de faire passer avec ma boîte. Et j'ai un podcast qui s'appelle Au cœur du couple que j'anime avec Marie-Lise Richard qui pour le coup elle est psychologue et thérapeute de couple. Et l'idée c'est qu'on accueille sur notre podcast une femme, un homme, un couple qui rencontre une difficulté, à qui on va essayer de donner des pistes de réflexion, des pistes d'action. C'est une première porte en fait qu'ils ouvrent dans l'idée après d'aller plus loin. Et parfois on accueille aussi des experts en couple. Donc on a eu Lorraine d'Émancipée, on a eu Thérèse Argot sur la pornographie, on a eu Anna Roy sur le côté couple parental, couple d'amants. Donc voilà, c'est assez riche. Alors, pour ma part, je suis Céline Ferrari, je suis la créatrice du podcast 1, 2, 3 Pépites. J'interviewe des parents que je trouve inspirants, qui se livrent comme jamais à mon micro. Et moi, mon truc, c'est l'interview. J'aime poser des questions qui font réfléchir, des questions qui créent une émotion et puis surtout dont les réponses apportent aux autres aussi. Je suis très attachée à ce sujet de la transmission au cœur de la famille, mais aussi à travers le podcast, vous vous en doutez. Par ailleurs, je suis aussi freelance dans la communication. Je fais des interviews pour d'autres marques également. Et à titre personnel, je vis à Londres, expat toute récente depuis 2 mois, en famille avec donc Nicolas, mon mari, et nos 3 enfants de 2, 4 et 7 ans. Donc, comme je le dis beaucoup dans mon podcast, c'est très peu de galères et beaucoup de joie. Non, donc, en tout cas, le message que j'aime passer, c'est que oui, il y a des challenges, ça peut être difficile, mais il y a aussi énormément de joie et j'aime bien apporter ce regard pour s'en rendre compte et choper les pépites du quotidien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je pense qu'on peut y aller pour démarrer avec
Pauline? Écoute Pauline, on est ravis de faire ce podcast aujourd'hui avec toi. Donc je crois que tu l'as compris, on va toutes te cuisiner sur nos sujets de prédilection. Donc tu auras des questions sur ta famille, des questions sur plus côté business. Et pour ma part, j'irai chercher un peu une histoire de ton couple, en tout cas, enfin comment ton couple aujourd'hui a sa place dans ta vie, notamment dans Loire. Donc, est-ce que tu veux bien, pour commencer, te présenter à nous? Merci Swazik, bonjour à toutes. Donc je m'appelle Pauline, j'ai 39 ans, je suis maman de 3 enfants, bientôt 4, j'attends un petit bébé pour le mois d'avril. J'ai 2 grands, 2 petits, Léopold a 17 ans, Honoré 11 ans, Marthe 2 ans et demi, et donc c'est le petit bébé. J'ai co-créé des Loire avec mon mari, j'ai mis fin au suspense tout de suite à ta question. Donc il fait vraiment partie de ma vie professionnelle. Voilà, de façon succincte, c'est comme ça que je pourrais me présenter. Alors moi, forcément, sur la famille, tu as présenté ta petite tribu. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton contexte? Je suis toujours intéressée, notamment quand on va vers une famille nombreuse comme ça, 4 enfants à venir. Quel est ton contexte à toi? Est-ce que tu es ici d'une famille nombreuse toi-même? Est-ce que c'était un rêve d'avoir une famille nombreuse? Et comment tu te sens à l'accueil de ce 4e? Alors souvent on me demande quel a été ton déclic pour avoir un 4e. Alors je mets fin au suspense également. Je suis issue d'une famille de 4 et j'ai toujours, je sais pas si c'était pour coller au modèle familial, ce serait trop facile de faire ce raccourci, mais peut-être. Mais c'est vrai que j'ai toujours senti que j'allais avoir 4 enfants. En tout cas, c'était un désir profond d'avoir 4 enfants. J'ai 2 grands qui ne sont pas les enfants de mon mari. Donc j'ai eu une séparation et quand j'ai rencontré Grégoire, lui aussi est issu d'une fratrie de 4. Pareil, comme moi, avec un grand désir de famille, on est très famille, proche de nos familles et ça fait vraiment partie ça nous constitue en tant que personne, en tant qu'hommes et femmes, nos familles. Je pense que si j'avais pas eu déjà 2 enfants, il en aurait eu 3 ou 4. Donc c'était une évidence qu'on ait ces 2 enfants. On s'est rencontrés à 33 et 34 ans, donc le temps que la relation elle se mette en place, on voit le temps défiler et à un moment donné je lui ai dit il va falloir qu'on s'y mette parce que ça avance et on a eu Marthe, donc j'avais 36, 37 et donc là voilà ce bébé. Donc c'est vrai que pour moi c'était une évidence, quelque chose de très important et en même temps avec cette vie effrénée parisienne, vie d'entrepreneuriat, c'est pas tous les jours simple mais je ne pouvais pas tout sacrifier. À l'entrepreneuriat, c'est énormément de sacrifices, vous le comprendrez au fur et à mesure de ce podcast. Et sacrifier ce désir de famille, même si c'est vrai que c'est un vrai challenge à relever, mais ça, c'était pas négociable. Eh ben, génial d'avoir gardé le cap et d'avoir pu réussir à accomplir ce rêve parce que malgré les aléas de la vie, justement, tu aurais pu peut-être ne pas avoir ce rêve des 4. Donc, ouais, c'est vrai, c'était plus fort que moi. On te souhaite une très belle suite de grossesse et surtout, je veux bien savoir dans quel état d'esprit tu es aussi par rapport à cette arrivée du 4e. Côté vraiment famille, puisque après on va beaucoup parler. Vraiment famille, très sereine. J'ai une forte tendance à être dans un déni total de la difficulté. C'est une force. Ça peut exaspérer parfois mon mari parce que lui c'est complètement l'inverse et moi j'ai tendance à dire mais non mais ça va passer, mais facile, non mais c'est simple et j'ai vraiment ce tempérament qui est vraiment ancré et ça peut aller vraiment même jusqu'au déni de la difficulté parce que et en ayant ce tempérament et ça en moi, ça me permet de même pas me poser la question en fait. C'est tambour battant. Ma grand-mère elle avait cette expression qu'elle disait tout le temps, c'est haut les cœurs. Et c'est vraiment mon mantra, c'est haut les cœurs, on y va. Et j'appréhende l'arrivée de ce bébé. En plus, j'ai allaité Léopold, mon aîné, 2 ans. Donc, c'était fichu, quoi. Si t'allaites ton premier 2 ans, le deuxième, tu peux pas, tu vas dire, ah non, toi, ce sera 3 mois, mon pote. Non. C'est reparti pour 2 ans. Marthe, pareil. Donc, je sais que ce bébé, pareil. Donc, c'est vrai que ça rajoute aussi de la fatigue, c'est sûr, mais j'affronte ça tambour battant. Moi, j'aime bien comprendre les origines d'un business, surtout quand c'est parti de l'écoute d'un rêve, puisqu'à 18 ans, il me semble, tu rêvais déjà de créer une marque de mode pour enfants, mais la vie a fait que tu t'es pas lancé tout de suite et tu as choisi une voie plus traditionnelle. Est-ce que tu peux me raconter justement les origines de Loire? Est-ce que c'est parti d'un déclic ou d'un cheminement? Un petit peu des deux, je dirais, mais véritablement des deux. Effectivement, à 18 ans, il n'est pas question que je m'oriente vers un métier créatif
pas par pression familiale, parce que mes parents étaient pas trop là-dedans, à mon grand désespoir. C'est moi qui me mettais une pression de dingue. Enfin, pour moi, je voulais rentrer en prépa, présenter l'ENM, qui est l'école de magistrature. J'avais un fort désir d'avoir une vraie carrière telle que je l'imaginais, et en même temps un fort désir de maternité, et les deux étaient aussi puissants l'un que l'autre. J'ai le souvenir d'avoir des discussions avec une de mes copines devant la bibliothèque alors qu'on révisait notre bac, et je lui expliquais ça. Je lui disais que moi, j'avais un vrai désir d'être mère au foyer, que c'était ma vocation. Et elle me disait, mais comment tu peux dire ça ? Ça lui paraissait absurde à 18 ans. Et elle me dit, mais alors à quoi bon faire une prépa ? À quoi bon faire Sciences Po ? À quoi bon tout ça ? Je veux savoir, je veux être cette femme-là, mais je sais que j'ai ce désir de maternité et de mère au foyer. Ma mère est mère au foyer, donc mon père chef d'entreprise. Donc tu avais ce schéma-là. Oui, j'avais vraiment maison. ce schéma-là à la maison, et j'étais complètement OK avec ce schéma-là. Finalement, j'ai un peu fait les deux. Et donc, et puis bon, chez moi, il n'est pas question de... Mes parents n'étaient pas forcément à l'écoute de ce que j'ai envie de faire. Tu vois, il fallait aller à la fac et puis faire son bonhomme de chemin. Et puis, Léopold est né, j'ai commencé à coudre avec lui pour lui faire un petit trousseau. Je suis tombée dedans et je me souviens de son papa qui me disait, mais arrête avec tes études, arrête de t'acharner, tu es une artiste. Et moi, je prenais ça en me disant, mais non, mais les artistes, c'est des gens pas sérieux. Je suis pas du tout une artiste, mais regarde-moi, je suis quelqu'un de sérieux. Et c'est vrai, il est plus âgé que moi, il a 10 ans de plus que moi. Et cette phrase-là, elle est restée. Et j'ai commencé à ouvrir un blog. À l'époque, il y avait des blogs. Et puis à coudre, et de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, à ouvrir une petite marque où je cousais les pièces moi-même, les vêtements moi-même, mais sans avoir aucunement conscience du côté entrepreneuriat. Parce qu'une marque, avant d'être des jolis vêtements, c'est avant tout une entreprise. Et ça, à ce moment-là de l'histoire, je n'y pense même pas. Je couds, je mets les pièces, je fais des photos, je crée un site, tout ça, je sais très bien faire. Mais le calcul de marge et la vision stratégique d'une marque, à ce moment-là, je ne l'ai pas du tout. Ça me passe au-dessus de la tête. Et puis ensuite, c'est ma rencontre avec Grégoire, qui lui est consultant en stratégie. Donc, il travaille dans un cabinet de conseil et qui lui a toute cette vision-là, justement, stratégique, entrepreneuriat, tableau Excel, business model. Pour moi, ça, c'était pas du tout ma partie. Quand on se rencontre, moi, j'avais ce projet-là qui a toujours été très présent. J'avais un job alimentaire, entre guillemets, et j'avais du mal à me présenter. J'étais chef de projet pour un lieu à Paris. J'avais du mal à me présenter en disant, je fais ça dans la vie, mais sans dire, mais en fait, c'est juste en attendant. Mais j'ai un vrai projet de vie. Et j'ai mis du temps à lui en parler parce que le connaissant, surtout connaissant son métier, je savais s'il allait me dire « Ok, j'y crois ». À l'époque, donc pitcher, en fait, ce qu'on appelle maintenant pitcher, parce que je suis devenue une experte en start-up. J'ai fait du chemin, quand même. Et je me dis, le jour où je vais vraiment lui en parler et pitcher la marque, il va me dire « J'y crois » ou « Franchement, oublie, ça va pas marcher ». Et j'ai mis un certain temps à lui en parler, j'ai fini par le faire, et lui m'a avoué qu'il avait toujours eu envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il n'avait jamais eu ni le courage, ni l'idée. Et moi, je lui ai amené l'audace, le courage et l'idée, parce que moi, c'est pas une marque que je voulais monter, c'est pas une entreprise que je voulais lancer, c'est Loire, c'est cette marque-là. Et donc voilà, ça a été cette rencontre-là. Et ensuite, le vrai déclic, pour la petite anecdote rigolote, on marche sur le chemin de Saint-Jacques tous les ans, on fait un bout en famille. Et on arrive dans un village à Aubrac, 40 habitants, minuscule. Enfin, il y a juste une église. Enfin bref, c'est vraiment paumé. Et je rentre prendre un truc à boire et je vois en fait des bières Philippe Stark, plein d'objets hyper design. Je me dis mais c'est quoi ce sourcing de fou qui est cette personne en fait qui enfin d'où à Aubrac il y a un sourcing de ma boule comme ça avec des bières de Philippe Stark, des trucs. Et je parle avec une femme tout habillée en lin. On parle pendant 1 heure des rencontres de la vie. Elle m'explique son histoire, son parcours complètement dingue. Qu'elle a acheté des châteaux, qu'elle refait des châteaux, qu'elle a eu des revers de fortune. Donc je me dis, mais comment on fait quand on n'a pas d'argent pour après acheter des châteaux ? Enfin, je comprenais rien au truc. Et je finis à la fin par lui dire, mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie pour en être là aujourd'hui ? Et elle me dit, c'est quand j'ai vendu tartines. Et là, en fait, j'étais en train depuis 1 heure de parler avec la fondatrice, c'est la personne qui a dirigé Tartines et Chocolat. Et à ce moment-là, je suis au moment où je suis sur le point de me lancer. Et c'était l'été, j'avais quitté mon job,
Je devais rejoindre un projet. Et sauf qu'au fait, ça brûlait, mais il me manquait la confiance en moi que je n'avais pas du tout à cette époque. Et là, je rencontre Catherine Painvin à Aubrac, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Étant croyante, je me dis, mais c'est pas la providence, là, c'est pas qu'elle m'envoie des signes, c'est que c'est... Bien sûr, ça devait se passer comme ça. C'est évident. Et puis là, Grégoire qui, lui, derrière, pousse, mais montre-lui les photos, montre-lui ce que tu faisais. Et je lui demande toute penaude, je retrouve des photos de cette petite marque que j'avais, je lui montre le style et tout, elle me dit mais c'est super joli, bah oui, ça fait penser un peu à Tartine, mais lancez-vous, et puis pour vous lancer, il vous faut une marraine. Si vous voulez, je peux être votre marraine. Et là, on sort de là, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Le courant passe super bien. Total, je rentre à Paris, on se décide, je me lance, je travaille sur un doc pendant un mois et demi, pour le présenter à Catherine Painvin, parce que c'est mon point de départ, cette femme. Je me dis, il faut en fait faire ce travail-là, lui présenter ce que va être la marque, et c'est elle qui va me lancer. Je travaille là-dessus pendant longtemps, beaucoup trop longtemps aux yeux de mon associé et mari. Il comprend pas pourquoi ça prend autant de temps. Je finis par lui envoyer le mail. Elle ne me répond jamais. Je sais qu'à ce moment-là, elle était malade. Alors, il y a plein de choses. Je pense que je sais pas trop ce qui s'est passé. Je connais aussi le tempérament des artistes pour avoir un peu ce truc-là. Et en fait, parfois, on s'emballe dans des projets pris par son émotion, pris par l'envie du moment. Et en fait, à froid, on se dit, attends, dans quoi je m'embarque là? Je vais être marraine d'une marque qui se lance de machin. Attends, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas. Mais c'était au moins le step qu'il te fallait. Exactement. Au moins, en fait, d'être un peu adoubée par Catherine Painvin. Me dire bon, c'est bon, on y va. Et puis Grégoire aussi, il s'est dit attends, si elle dit que c'est ok, peut-être qu'il y a un truc à faire. C'est passionnant. Franchement, Pauline, moi, je suis aussi une admiratrice de Catherine Painvin. J'ai lu son livre, elle est incroyable. Franchement, au début quand j'ai lancé Sealed et sa biographie m'avait vraiment scotché. Si vous la connaissez pas, elle est passée en podcast il y a pas très longtemps, je crois, sur Pauline Léniaud, notamment. Et vraiment, à écouter, elle est assez bluffante. Ouais, elle est assez bluffante. Et elle m'a dit une chose. Déjà, elle a une histoire de vie pas possible. Pas possible. C'est assez rocambolesque, sa vie. Complètement. Vraiment, on se demande comment elle a pu faire tout ça sur une seule vie. Ah ouais, et puis même quand elle a vendu tartines et chocolat, ça a été catastrophique pour elle parce que elle est tellement dans l'émotion, tellement vraie qu'en fait elle s'est fait rouler dans la farine. Et elle m'a dit une phrase qui a été déterminante. Mais peu importe que ce soit pour de la création pure, type une marque de vêtements, mais aussi la création d'une entreprise dans n'importe quel domaine. Créer, ce n'est pas une envie, c'est un besoin. Et ça, quand elle a dit cette phrase, ça a tout changé pour moi. Parce qu'à ce moment-là, intérieurement, je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est pas que j'en ai envie, c'est que c'est devenu vital, c'est un besoin. Alors bon, tu as déjà un peu cassé le suspense. Moi, je voulais un peu t'interroger sur la place de ton couple dans ton entreprise, dans Loire. En fait, on va aller tout de suite un peu plus loin. On a compris que vous étiez associés. Il me semble que ton mari, c'est pas son seul travail. Il est pas associé à 100% avec toi. Oui, tout à fait. C'est plutôt ce qu'on appelle un sleeping partner, même si il est plus partenaire que sleeping. À mon grand désespoir, je vois mon associé Marie-Virginie qui acquiesce à fond. Mais il travaille, il est consultant en stratégie, qui est un métier, ce que j'appelle un métier de tunnel, c'est-à-dire que ses journées, elles commencent à 8h, elles finissent à 20h30, 21h, voire beaucoup plus. Et pendant laquelle je ne le vois pas, je ne lui parle pas parce que c'est vraiment un métier très prenant. Le conseil en strat, c'est spécial. Et donc, ce qui fait que lui, le temps qu'il a, c'est le matin et le soir et le week-end. Et que là, en fait, donc moi, en fait, Loire, c'est du non-stop. Alors, comment vous avez pris, parce que tu dis sleeping partner, mais il est quand même présent dans la boîte, dans Loire. Comment vous avez pris cette décision, à un moment donné, de dire, en fait, on va quand même s'associer tous les deux. Je vais prendre des parts dans ta boîte et je veux jouer un rôle. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça a été très naturel? Est-ce que vous avez pesé le pour, le contre? Est-ce que toi, t'étais vraiment ouverte à cette idée, ou est-ce que tu as craint quand même aussi pour l'équipe de ton couple? Alors, moi, je suis très intuitive et je peux vraiment fonctionner par pulsion. Et on y va, quoi. Je suis vraiment une fonceuse. Et à réfléchir après. Et c'est vrai que on s'est pas du tout posé la question. On s'est pas dit est-ce que c'est bien pour nous, est-ce que c'est bien pour notre couple, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que notre vie professionnelle et notre vie intime, qu'est-ce que ça va changer. On s'est pas du tout posé la question. On a foncé, on était complètement grisés par le projet. Et pour nous, c'était évident de nous associer, d'être à 50-50 tous les deux. Et chez nous, quand on s'est rencontrés, il y a eu quelque chose de très fort qui était vraiment cet esprit d'équipe. On n'arrêtait pas de dire ça. Tu vois, on est vraiment une équipe. On a tout de suite eu, après mon expérience aussi de mon premier mariage, enfin, c'est le couple et l'amour et tout ça, c'est fondateur, c'est essentiel.
Mais ensuite, forcément, il faut qu'il y ait un relais avec des valeurs et des choses qui sont très profondes, très ancrées. Et nous, cette notion d'équipe, elle était extrêmement forte. On garde ce truc mais, de vraiment se dire et de ne pas perdre en fait ce truc de se dire on est avant tout une équipe. Et chez nous, forcément, l'entrepreneuriat et cette entreprise, ça a concrétisé en fait tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'était très fondateur pour nous. Donc tu dis que ça a été un peu à l'instinct. Vous vous êtes dit ok, on s'associe sans trop réfléchir. Maintenant, avec du recul, tu te dis c'était opération gagnante, c'est sans regret. Alors ce matin, je lui ai dit si je dis que quand on me demande si j'ai des choses à regretter, à refaire différemment, est-ce que je peux dire que peut-être que on s'associerait pas? Il m'a dit oui, tu peux le dire, mais est-ce que j'ai un droit de réponse? Je lui ai dit oui, écoute, fais-toi interviewer. Hein. Non, je pourrais vraiment répondre à cette question dans quelques mois, parce que là, il y a des choses quand même qui changent. Déjà, l'arrivée de Marie-Virginie et d'un tiers, ça a quand même beaucoup changé la donne. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je trouve pas ça facile. Comme je disais, que je suis parfois, je préférais avoir une grosse pression ou avoir des discussions pas très sympas avec un associé lambda. Mais j'ai pas envie de parfois être très agacée par mon mari, en fait. Moi, je veux juste, en fait, qu'on soit... j'ai pas envie de ressentir tout ce que je ressens parce que c'est impossible de vraiment distinguer les deux. J'ai essayé plein de choses. Je peux vraiment, depuis 4 ans, un tas de choses pour vraiment bien compartimenter. C'est vrai que c'est très difficile. Et il y a des moments qui sont géniaux parce que on est semblable sur le fond et très différent sur la forme. Donc sur le fond, on a les mêmes envies, on partage la même passion. Il a vraiment une passion pour l'art, mais ce qui est super parce qu'en fait c'est tellement prenant l'entrepreneuriat que il supporterait pas de me voir dès 7h du matin en train de répondre sur Insta, dès le soir, le week-end. Pour lui, il y a pas de problème pour ça, donc ça c'est super. Mais c'est vrai que il y a pas de frontières. Enfin nous en tout cas on n'y arrive pas. Il y a pas à 21h on arrête de parler de la boîte. Non, c'est pas vrai. Il faut quand même bien y réfléchir et j'espère pouvoir te répondre oui, je le referai dans quelques mois. Parfois, je me dis, mais j'aimerais bien retrouver juste mon mari. Mais... on revient te voir dans quelques mois. Ouais, c'est ça. Comme ça, tu nous diras. Merci, Pauline. Pauline, on a compris que la création de Loire, c'était un besoin viscéral. C'était aussi, j'imagine, un besoin de trouver l'équilibre, comme on le cherche beaucoup dans sa vie de femme, sa vie de famille, sa vie de couple et son envie d'entreprendre. Avec du recul, là, ça fait combien de temps? Loire a été lancée en quelle année? En 2019 et on a ouvert le e-shop en avril 2020. Donc ça fait voilà. Donc avec ce recul de ces 3-4 ans, est-ce que tu as des clés à nous partager sur le fameux équilibre de vie qu'on cherche? Et on est beaucoup dans la salle à avoir envie de trouver ces clés. Donc on prend toutes les astuces, et pas astuces, mais en tout cas ton enseignement sur ça. Alors c'est vrai que l'équilibre vie pro, vie perso, c'est vraiment le thème du moment. J'ai l'impression que c'est vraiment un thème qui revient beaucoup et qui nous anime beaucoup parce que tout a tellement changé. Aujourd'hui, on nous demande d'être mère, parfois d'être mère de famille nombreuse et d'avoir le job de nos rêves en fait, et d'avoir l'ambition dont on a envie et celle dont on mérite. Et en fait, conjuguer les deux, Est-ce possible? Et en vérité, c'est pas possible. Moi, je pense que la clé, c'est d'accepter ses choix, mais vraiment en pleine conscience, en se disant je veux être une mère de famille nombreuse et être présente pour mes enfants. Mon entreprise, elle n'avancera pas aussi vite que si j'étais célib, que si j'étais une maman qui est OK pour que ses enfants soient gérés par des nounous jusqu'à 20h, qu'elle les voit peu. En fait, il faut être au clair avec ses choix. Moi, je sais que je ne peux pas aujourd'hui... ne pas être présente pour mes enfants, je comprends pas pour moi le concept d'avoir des enfants et de pas les voir. Donc c'est vrai que il y a un tunnel 17h30, 20h, 21h, surtout avec maintenant collégiens, lycéens où il y a quand même beaucoup de taf. Moi je sais que j'ai un de mes enfants qu'il faut que je suive beaucoup pour que ça marche. On croit beaucoup que la petite enfance est très prenant, c'est bien sûr le cas, mais ça se poursuit et il y a vraiment un besoin de grande présence aussi auprès des plus grands. Ah mais entièrement, ça je l'ai entendu tout le temps, j'y croyais pas, je me dis mais non, ce qui est dur c'est les nuits, ce qui est dur je vois que ça fait nom de la tête devant moi. Mais en fait, non, ce qui est vraiment prenant, c'est à partir de CM2 6e, moi je trouve que ça se corse vraiment. Et je trouve que pour bien vivre cet équilibre vie pro, vie perso, il faut accepter qu'on peut pas tout faire, qu'on peut pas tout avoir. Et mon entreprise, elle avancerait beaucoup plus vite si j'avais pas ce côté maman qui me prend énormément de temps. J'ai une mère au foyer,
Donc j'ai vraiment un modèle et qui était, c'est la petite maison dans la prairie, mon enfance. Donc on avait un gâteau prêt à 4 heures, que des repas maison. Donc moi j'ai une grosse pression là-dessus et je ne peux pas faire autrement. C'est en moi et puis même égoïstement en fait, je me sentirais mal si je faisais pas ça. Donc ouais, c'est ta référence, donc tu as envie d'apporter ça à tes enfants. Et c'est ça. Et après dans les petites clés d'orga, c'est encore en train de se caler. C'est long en fait de caler tout ça, mais c'est vrai que il faut être rigoureux. Je vois, moi, il y a des semaines où tout est hyper bien calé, où j'ai fait mes repas, parce que je sais pas, je me mets beaucoup de pression là-dessus. Mais par exemple, typiquement, j'ai organisé ma semaine de dîner le samedi, tout est prêt, tout est calé, et là, bah, ça déroule, ça marche bien. Et si il y a des semaines où j'ai pas cette rigueur pour plein de raisons, bah, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il faut être persévérant et à la fois indulgent aussi. C'est pas toujours facile. Et t'as de l'aide quand même en termes d'aide extérieure, la famille ou non, pas les aides babysitter ou pas du tout? Là, t'es vraiment. Oui, là, je j'ai pas de nounou. Je gère tout avec un mari qui travaille beaucoup. Ouais, chapeau parce que franchement c'est un vrai sujet. Non mais vraiment et je pense que du coup voilà, l'enseignement principal c'est en effet une question de timing, de vitesse, qu'il faut bien être au clair sur ses envies. Après il y a le vrai enjeu aussi de la rémunération et on peut pas dire aussi que tout ça est possible sans aspect financier. Non, donc il faut être dans un cadre qui permet tout ça. Aujourd'hui, je peux pas encore tout à fait me rémunérer comme je devrais. On vit à Paris, donc c'est vrai qu'on peut pas faire des miracles non plus. Je peux pas avoir tu vois, autant d'aide que ce dont j'aurais besoin, quoi. Bravo en tout cas, Pauline. J'écoute ton témoignage toute seule sans aide. Franchement, chapeau. Et je retiens que finalement, c'est encore dur quand les enfants grandissent. C'est beaucoup de grande joie aussi parce qu'il y a plein de choses. Par exemple, on a des discussions avec eux ou parfois, quand j'entends Honoré surtout qui parle beaucoup et quand il me dit, je sais pas, des petites choses comme hier, c'est de sa faute parce qu'il s'est pas assez relevé les manches. Après tout, dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut se relever les manches, faut y aller, faut être un battant. Et là, je me dis, waouh, ok, il y a des trucs qui sont passés, mais merci. Et là, en fait, c'est tellement puissant comme truc, au même titre qu'un bébé qui gazouille où t'es fou d'amour pour lui, ou un petit enfant de 2 ans qui va te faire des énormes câlins. Bah, ces phrases-là, elles sont tellement puissantes et tu te dis, waouh, cool. Si on parle un petit peu d'audace, Loire-Paris est une marque audacieuse, rien que par son envie de casser les codes de la mode garçon. J'en suis la première victime avec mon fils. En quoi es-tu audacieuse dans ton business ? Je dirais déjà de lancer une marque de vêtements, c'est difficile. Aujourd'hui, encore plus. On ne le savait pas il y a 4 ans, mais la seconde main a pris quand même une grosse part de marché, surtout sur la mode enfantine. Donc, une marque de textile, c'est difficile. Le business du textile, c'est difficile parce que c'est un business où il y a un fort BFR, un fort besoin de fonds de roulement, donc de cash flow, de trésorerie. Et ça, c'est des business models qui sont difficiles. Ensuite, le vêtement pour enfants, c'est encore un autre enjeu parce que un coup de façon entre un vêtement adulte et un vêtement enfant, c'est quasiment le même. Alors là où on va gagner, c'est sur le tissu, où il y a moins de quantité, mais ça va être quasiment le même, sauf qu'on peut pas vendre un vêtement enfant au prix d'un vêtement adulte. Ça marche pas. Et de faire ça après en Europe, on rajoute encore de l'audace au challenge parce que aujourd'hui, les coups de façon en Europe et de maintenir une marque made in Europe, c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge avec des tissus de grande qualité comme on fait nous. C'est audacieux d'avoir entrepris ce type de business. Et je dirais aussi, on est souvent au parc et parfois c'est surtout Grégoire qui regarde. Il me dit mais tu regardes les enfants sur 10 enfants, il y en a 8 en sweat. Loire, c'est surtout des chemises à boutonner, des chemises. Et donc parfois je me dis on est complètement à contre-courant en fait, on est dans cette mode élégante, intemporelle où il y a un vrai je pourrais en parler des heures de tout le côté presque philosophique qu'il y a autour du vêtement pour enfants. Je suis intarissable sur le sujet, mais pour moi c'est une façon aussi de transmettre à mes enfants ton goût du beau. Oui, mon goût du beau, et pour moi ça fait vraiment partie entièrement de l'éducation. Par exemple, le dimanche,
Je peux pas les voir habillés. C'est un peu passéiste, mais à la fois c'est continuer en fait, surtout en France, notre tradition du vêtement, notre tradition de l'élégance et aussi du respect devant ses professeurs. On n'arrive pas en jogging si on n'a pas sport. Bon, ça va peut-être un peu contre le fric, j'en sais rien, mais en tout cas, je trouve que aujourd'hui les maternelles, on peut plus mettre de chaussures à lacets parce que il faut que ce soit du scratch, parce qu'il faut que ça aille vite et vite et vite et vite. Mais pourquoi on peut pas aussi prendre le temps de s'asseoir avec un petit enfant, lui apprendre à lacer ses chaussures, lui apprendre à boutonner sa chemise? Oh non, moi je lui mets que des t-shirts parce que le matin il faut que ça avance. Apprenons à prendre aussi le temps de boutonner une jolie chemise sans que ce soit justement ce que je voulais dans cette marque, c'est que ce soit pas guindé, que ce soit pas un peu prétentieux finalement et que ça reste en accord avec nos valeurs et donc des vêtements qui soient simples mais beaux. Sur l'audace, j'aimerais savoir comment tu transmets l'audace en famille, à tes enfants. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais consciemment ou inconsciemment et qui permettent à tes enfants peut-être d'oser plus? C'est quelque chose qu'on rêve toutes de partager, la confiance et le fait d'oser. Moi, je trouve que définitivement, l'éducation, c'est vraiment du mimétisme. C'est ce qui marche le mieux, en fait. Donc, c'est en ça aussi que donner la vie et fonder une famille, c'est génial parce que c'est un peu un garde-fou. En fait, tu sais que tu dois toujours être au top parce que à côté de toi, tu as 2, 3, 4 petits espions qui regardent tous tes faits et gestes et qui vont avoir tendance à tout. Donc l'audace, on le transmet. Moi, je trouve que vraiment l'éducation, c'est beaucoup de mimétisme. Plus avec les grands où je vais, c'est vrai, faire un gros travail sur la confiance en soi et sur c'est vraiment ce travail-là, moi, que je fais avec mes enfants pour avoir eu des gros freins. Et je trouve que ça peut être un vrai handicap. Alors, comment tu l'alimentes, cette confiance? Est-ce que tu as un exemple? Oui, je leur parle. En fait, je dis vraiment à Honoré, je lui dis souvent, par exemple, on a été vraiment élevés, nous, dans l'humilité. On ne se met pas en avant. On est vraiment le côté prétentieux. Et Grégoire, il est comme moi, voire pire encore. Et en fait, ce truc-là, il ne faut pas que ce soit un frein à avoir conscience de sa valeur. Et moi, je dis à Honoré, souvent, il me dit « Ah oui, mais un tel, il se regarde trop dans la glace, il est vraiment complètement narcissique. » Donc, je vois qu'en fait, c'est quelque chose qui le dérange, puisqu'il le remarque. Mais je veux quand même qu'il ait conscience de ce qu'il vaut et qu'il ne se brade pas. Ni dans ses relations avec l'autre, ni pour son travail, qu'il ait vraiment conscience de ce qu'il vaut et tout en étant, en gardant. Et on peut faire les deux. C'est pas du tout opposé, ce que j'ai cru pendant des années, que si on avait confiance en soi, ça veut dire qu'on est quelqu'un de prétentieux. Mais non, d'avoir vraiment... vraiment et ça je lui dis texto en fait. C'est-à-dire que c'est même pas j'ai vraiment des discussions là-dessus et je lui en parle souvent, régulièrement, d'avoir conscience de sa valeur. Et c'est peut-être en mettant en avant ses valeurs et en lui disant ses valeurs aussi que tu vois en lui, que tu peux aussi et de valoriser confiance. Effectivement. Souvent un enfant ça a un lien avec l'éducation positive, un enfant qui fait pas de bruit, qui est tout sage, qui est dans son coin, on va pas lui dire mais qu'est-ce que t'es sage, c'est super ce que tu fais. Un enfant qui fait du bruit, on va lui dire immédiatement, là tu es agité, c'est pénible. Et moi j'aurais dit ça je fais. Ouais, c'est ça. Mais merci pour ce discours très tranquille. Mais oui, d'aussi dire quand c'est bien. C'est ça. Et ça, je fais très attention à ça. Mon grand, Léopold, est très très calme. Lui, c'est un enfant qui a été hyper facile à élever, qui n'a jamais bougé. Et encore maintenant, à 17 ans, je racontais tout à l'heure, on a beaucoup marché là pendant les vacances pour à Noël. Pour un ado de 17 ans, franchement, aller au parc avec sa petite sœur et ça durait. Et à la fin de la journée, je dis ça va chérie, c'est pas trop long. Et il me dit bah si, c'est chiant. Je dis mais et je dis et je dis tu dis rien? Il me dit bah non, enfin j'attends. Et donc là, on a vraiment fait attention à lui dire à la fin, j'ai dit Léopold, vraiment, t'as été remarquable, t'es vraiment très patient, qu'est-ce que t'es gentil, bravo mon chéri. Enfin voilà, de valoriser en fait quelque chose qui pourrait passer complètement. Il fait pas de bruit cet enfant, donc en fait, tu vois, tu pourrais l'oublier, alors que non, c'est super. Alors si tu veux bien, Pauline, on va revenir un peu sur ton couple. On l'a bien compris, vous avez tous les deux des professions, des vies pro très prenantes. On vient de faire un épisode sur Au cœur du couple avec Emmanuel d'ailleurs, qui est là sur le danger justement de cette vie pro, de la façon dont ça va impacter le couple et comment un couple peut se perdre dans ses rythmes et s'oublier. Est-ce que tu peux nous livrer quelques clés que vous avez mis en place tous les deux, même si tu nous dis que tu fais les choses de façon très instinctive? Je pense qu'il y a quand même peut-être certainement des règles que vous avez établies, des routines qui vous permettent de préserver votre couple, parce que faut le dire, c'est quand même le couple qui est à la base de la famille que vous construisez. Donc oui, j'imagine dans tout ce que tu dis, dans les valeurs que tu mets en avant, c'est un essentiel pour vous deux. Est-ce que tu vas nous livrer quelques clés qui vous permettent vraiment de faire que votre couple il est préservé et il reste votre
priorité à tous les deux. Quand je dis priorité, c'est pas forcément en termes de temps, évidemment, parce que c'est impensable, mais en tout cas en termes de peut-être d'action, de pensée, de. Ouais, alors c'est vrai que c'est des choses où je vais être moi beaucoup plus leaduse que lui, mais je ne peux pas accepter avec tout ce qu'on a partagé au début de notre relation et avec combien elle a été belle, combien elle a été. Enfin, moi, j'ai vraiment eu le sentiment de rencontrer mon âme sœur. On a des parcours très similaires, on a tous les deux 3 frères. Il y a eu plein de petites choses comme ça. On a des éducations qui sont très similaires. Il y a eu ce truc d'équipe et d'âme sœur et qui était tellement fort qu'en fait aujourd'hui, avec notre vie qui est quand même particulière du fait qu'on est associés, je ne peux pas accepter que ça se perde. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est difficile. Et donc c'est vrai que c'est moi qui vais plus aller chercher quand je peux pas le faire. Je le fais pas vraiment pas tous les semaines, voire pas tous les mois, mais vraiment quand je me dis bon là on est trop en train de se perdre dans le quotidien, vraiment de le solliciter pour qu'on fasse des vrais temps d'échange et de parole au cours d'un dîner et ce que je fais. Comme c'est quelqu'un d'extrêmement organisé, qui est consultant, qui a vraiment... Je lui envoie des invitations dans son agenda. Ouais. Je lui envoie... donne rendez-vous. Ouais, c'est ça. Je lui envoie des notes, tu sais, avec Google ou machin. Je lui envoie soirée surprise. Après, je lui mets la date, parce qu'on peut mettre on peut lui mettre l'adresse, pardon, dans l'invite là. Et je lui envoie ça et puis je vois, tu sais, tu vois, la personne a accepté peut-être ou non. Donc je lui fais des trucs comme ça, soirée surprise, rendez-vous à telle heure, pour voilà vraiment impulser en fait des moments où on va être tous les deux. Alors c'est vrai que ce que j'ai du mal à mettre en place, c'est de lui expliquer que dans ces moments-là, on ne parle pas de Loire, ce qui arrive rarement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et dans votre quotidien, tu vois, dans l'organisation d'une semaine, d'un week-end, est-ce que vous arrivez à vous préserver du temps à deux, même, non, tu vois, ne serait-ce que 20 minutes, ne serait-ce que, non, est-ce que vous avez votre routine? On est là pour parler vrai. Donc, non, vraiment pas du tout. C'est la barrière vie pro, vie perso, elle est très poreuse chez nous. Et j'écoutais un podcast je sais plus quelle marque, où il travaillait en couple. Et elle disait quelque chose d'assez juste et je me suis retrouvée là-dedans. C'est qu'elle a accepté que son équilibre soit un déséquilibre. Nous, c'est complètement déséquilibré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie. J'ai pas ma vie de femme, ma vie de maman, ma vie de couple. Il n'y a pas ça chez nous. Chez nous, c'est boulot et enfant. On est hyper heureux quand on est avec nos enfants. C'est pas qu'on saurait pas quoi se dire quand on est tous les deux, pas du tout. Mais en fait, on a tellement peu de temps que pour l'instant, en fait, notre équilibre, c'est d'avoir cette sorte de déséquilibre, d'être tout le temps avec nos enfants et de pas avoir finalement une vraie frontière où on se dit on prend du temps pour soi. Et d'ailleurs, ça nous fait marrer parce que l'année dernière, pour la fête des mères, on est allé dîner dans un joli restaurant et puis on se marrait sur le trajet parce que il me disait ouais, Pauline, c'est pour se retrouver. Donc ça, on prend ça plutôt à la rigolade, mais c'est vrai que j'aimerais bien dans mes challenges de 2024 avoir vraiment plus de temps pour nous, ouais. Ouais, parce que tu vois, quand je te disais, est-ce que vous arrivez à vous retrouver tous les jours, et tu dis non, en fait, la vie pro prend tellement de place, mais en fait, vous pouvez vous retrouver tous les deux, même s'il y a un sujet, le sujet vient sur Loire ou sur sa journée de travail, en fait. Je pensais plus au fait d'être dans ce moment posé en tête à tête pour se parler de sa journée, tu vois, ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, ce qui nous attend demain, tu vois. En fait, pour garder le lien. Ça, je pense que... Mais ça, en revanche, on le fait beaucoup et tous les jours, ça c'est sûr. Ils rentrent souvent tard, donc on dîne pas tout le temps ensemble, en famille, mais je le laisse jamais dîner seul. Enfin, c'est impensable. Je trouve ça trop glauque, trop horrible. Et puis, on a besoin de débriefer, on a besoin de se parler. C'est vrai que tous les soirs, effectivement, on a ce moment. Et ça, c'est vrai que c'est en fait, je m'en rends pas compte, mais c'est une sorte de petit rituel où chacun parle de sa journée. Voilà, tu vois, finalement, on y arrive. J'ai eu la réponse que je voulais. C'est vrai, on fait un tour de table quand on dîne ensemble. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et chacun parle de sa journée, ouais. Après ce joli parcours, autant sur la vie de famille, sur la vie de couple que sur le business, j'ai une dernière question. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Et si oui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Si c'était à refaire, évidemment que je le referais. J'en parlais avec Marie-Virginie aussi, qui elle a eu pour le coup un vrai changement de vie. Elle avait une carrière et c'est pas comme moi où j'étais longtemps mère au foyer, puis j'avais ma petite marque où j'ai vraiment une reconversion. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Marie-Virginie, c'est une vraie reconversion et souvent
je l'entends dire. Oui, bien sûr que l'entrepreneuriat, c'est une vie qui est complètement différente, qui est dure, mais à refaire, je le referai parce que c'est des challenges et c'est une adrénaline et c'est encore une fois, c'est quelque chose que j'avais au fond de moi qui était au-delà de l'envie. Donc oui, bien sûr, je le referai sans aucun problème. Et ce que je changerais peut-être que de façon très factuelle, je commencerai à bosser sur le projet soir et week-end pendant que je suis encore en poste. Chose que j'ai pas fait du tout pour gagner du temps. Parce qu'à ce moment-là, voilà, c'était pas très clair pour moi. Je savais pas trop si j'allais le faire, pas le faire, le problème de confiance en soi, machin, blabla. Mais j'ai perdu du temps. Parce que si vous savez que vous allez monter votre projet et que vous bossez toujours, bossez soir et week-end sur votre projet. Ça vous fera gagner énormément de temps parce qu'il y a ces fameux 2 ans qui passent très très vite et ça passe vraiment, ça, tout le monde me l'avait dit et j'y croyais pas, mais franchement ça passe à la vitesse de la lumière. Donc si vous gagnez du temps déjà et que vous bossez sur votre projet avant ça, et peut-être que tout de suite je m'entourerai plus, peut-être que j'irai vers l'association avec parce que Grégoire il est pas opération, hein, il est pas du tout avec moi au quotidien, il gère rien en dehors de piloter la stratégie, il a pas les mains dans le cambouis comme nous. Et peut-être que tout de suite, en fait, avoir un associé, c'est quand même vraiment chouette. Parce qu'être seul, c'est pas facile. Et de pas hésiter à frapper aux portes tout de suite, aller voir des personnes qui ont monté des entreprises, qui ont réussi, en tout cas de ce qu'on voit de l'extérieur, de s'entourer. Et peut-être aussi de pas, si on croit en son projet, et c'est plus que qu'y croire en fait, c'est vraiment avoir une sorte de flamme et avoir un truc où vraiment on a une intuition que c'est sûr que ça a sa place et ça va marcher, de pas s'excuser, de pas dire parce que j'entends beaucoup ça, mais parce que moi je viens à peine de me lancer, donc devant mon atelier j'ose pas négocier des quantités, j'ose pas négocier des prix, j'ose pas parce que tu comprends, moi je suis personne, j'existe pas. Non, ta marque elle vaut déjà quelque chose. Combien il y a de business qui lèvent des fonds sur des PowerPoint, ils ont pas un client, ils ont rien fait, ils ont juste une idée. Ne pas hésiter en fait à croire en son projet. Et se positionner tout de suite en disant j'ai de la valeur, mon projet il a de la valeur, j'y crois, donc je m'excuse pas, et parce que c'est en ayant confiance qu'on donne confiance. Tout à fait. Sur l'entourage, est-ce que tu as des recos, des groupes d'entrepreneurs que tu as pu rejoindre, qui ont pu t'aider ? Je suis trop nulle pour ça, vraiment. Au networking, tout ça, je suis vraiment, vraiment nulle, je fais pas du tout ça, je devrais, et j'aimerais bien le faire. Et ce type d'événement aussi, oui, c'est voilà. pour. Vous pouvez papoter après sur vos activités respectives. Je vais finir par ces quelques mots. Merci beaucoup déjà, Pauline, bien Merci sûr, à vous. Merci pour beaucoup. tout ce parcours. Je vais finir par quelques mots sur l'audace. L'audace, on ne la voit pas, on ne la touche pas, mais elle est là, bien présente. On en a toutes besoin, car c'est elle qui nous rend libres d'agir, d'aimer, d'expérimenter. Parfois crainte par celles qui n'ont pas l'habitude d'en abuser. Que ferions-nous pourtant sans ce soupçon de folie ? Ce soupçon qui transforme les idées en projets, les failles en force et les rêves en réalité. Quand on n'y croit plus, l'audace est là, telle une boussole pour nous guider. Et si on rencontre l'échec, ce n'est jamais l'audace que l'on va regretter. Merci, chère audace, car sans toi, pas grand-chose ne se passe. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Pauline, pour conclure ? Oui, bien sûr. Déjà, je vous remercie toutes. Merci d'avoir repris ce temps de partage avec nous. Et vous avez au niveau du buffet des cabas Loire qui sont pour vous, des cadeaux que l'on vous offre, qui sont réalisés à partir de nos chutes de tissus de nos anciennes collections. Par ailleurs, on mettra aussi un code promo en place pour vous et puis pour les auditrices, mais sur la nouvelle collection que vous recevrez, on communiquera dessus. Et donc, on mettra pour découvrir notre nouvelle collection printemps-été qui réserve beaucoup de surprises. Suivez les Actus de Loire, il y a plein de nouveautés. Et je crois aussi qu'il y a un petit sachet de thé. Oui, tout à fait. Un thé qu'on fait en collaboration avec une jolie marque aussi familiale, Collection Thé. Et voilà, vous pouvez vous servir également. Et vous avez aussi une carte postale question Save You Love Date. Donc voilà, vous pouvez prendre pour un petit moment en amoureux. Merci encore de ta confiance, Pauline. C'est parti d'une rencontre Instagram. On connaissait Pauline par différents biais les unes les autres. On l'a invitée, Pauline, à la première édition chez Balzac. Et à la fin de cette édition, on s'est dit, tiens, Pauline, tu viendrais pas à la prochaine. Donc c'est très plaisant de voir que toutes ces petites idées mises en place ont donné ce moment avec vous. Donc, merci beaucoup à toutes. Alors, on va terminer avec la séance de questions-réponses. La première concerne le choix du nom Loire. Il a été posé cette question. Pourquoi Loire ? Alors, au tout départ, ça devait s'appeler Premier Atelier. C'est Grégoire qui avait trouvé le nom. Je trouvais ça génial.
Il y avait vraiment le côté premier pour l'enfant et puis atelier. Mais entre ce moment-là et le moment où on a lancé Loire, il y a eu énormément de maisons ceci, maison, atelier. On s'est dit, c'est pas assez personnel. On a tourné dans tous les sens. J'ai proposé plein de noms. Et en fait, j'ai mélangé des syllabes de mon nom et du sien. Donc, Loire, c'est le Loire de Grégoire. Le Loire de Grégoire. Et Lou, c'est le début de mon nom de famille. Et je suis tombée sur ce mot et on l'a tout de suite adoré. Et on a trouvé qu'il y avait un côté très élégant avec cette sonorité très ouverte. Loire, c'est un mot qui est élégant. Et en même temps, assez terreux parce que Loire, c'est un petit animal de campagne. Et donc, il y avait ce côté, ce qu'on imaginait de cette marque, c'est-à-dire élégante, mais assez proche de la terre, finalement. Et on s'est dit qu'il y avait un petit animal aussi, qui pouvait être un peu la mascotte de la marque et qu'on retrouve dans nos imprimés. On a partagé ça à notre entourage et tout le monde nous a dit, franchement, c'est super joli. Pourquoi ? Je sais pas, parce que Loire, ça n'a rien à voir avec la mode enfant, a priori. Mais voilà l'histoire du nom de la marque. Et une deuxième question. Pauline, est-ce que tu as l'impression que ton aventure entrepreneuriale inspire tes enfants et avez-vous dans un coin de votre tête l'idée de leur passer la main plus tard ? Oui, bien sûr, on est vraiment dans cette logique de transmission et moi, c'est mon rêve, quoi. J'imagine nos enfants, ceux de Marie, t'imagines s'ils reprennent le truc ? Ah non, mais ce serait un rêve. Parfois, je me dis, je travaillerai avec ma fille, ce sera ma DA et tout. N'importe quoi, elle a 2 ans, l'autre, elle est même pas née. C'est vraiment, mais oui, bien sûr que j'en rêve. Et mes enfants, oui, je pense qu'ils sont fiers. Voilà, encore une fois, j'ai ce modèle de mère au foyer et je trouvais que c'était parfait, c'était l'équilibre parfait. Et aujourd'hui, j'ai découvert autre chose avec notamment ma belle-mère qui a eu 4 enfants, qui s'est arrêtée mais qui a repris et qui a monté son entreprise après. Rien à voir, qui est mandataire judiciaire. Et en fait, cette femme, elle est tambour battant, elle gère son entreprise, sa famille, ses petits-enfants. Et moi, c'est un vrai modèle en fait de cette femme qui a fait les deux, qui a eu sa famille, qui a eu du temps pour ses enfants, qui les a vraiment élevés, et en même temps qui a eu sa carrière. Et je trouve que j'ai vraiment changé sur ce truc de se dire il faut que nos enfants soient fiers de nous. Et je pense que j'espère en tout cas qu'il y a cette sorte de fierté et puis d'être un modèle, encore une fois, de persévérance et de travail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de tout un tas de choses, d'équilibre, de liberté, mais aussi la persévérance, le travail, le goût du travail bien fait. Souvent, quand je parle de réussite à mes enfants, on peut croire que c'est juste une réussite bête et méchante parce qu'il faut être le meilleur. Non, c'est juste se donner à fond et essayer de faire les choses par principe. Pas par ambition, pas par intérêt, mais juste par principe. Et ça, c'est assez fort chez nous. Merci, ce sera le mot de la fin. Pas d'autres requêtes. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Ça sert à quoi les océans ? Et les fourmis ? Et les baleines ? Pourquoi les girafes elles sont en danger ? Pourquoi il n'y a pas de melon en hiver ? Et puis, comment on peut protéger la nature ? Vos enfants vous posent plein de questions sur l'écologie ? Rejoignez Planète Greenpeace et recevez chaque trimestre dans votre boîte aux lettres le premier magazine sur l'écologie conçu pour les 6-9 ans. Vous souhaitez en savoir plus ? Cherchez Planète Greenpeace sur Internet.